Autour du Sahel, tout se resserre sans préavis. Du Mali au Burkina Faso, puis au Niger, les départs français n'ont pas ouvert un vide. Ils ont déplacé le centre de gravité vers des voisins avec partage de renseignements, centre de formation, capacité d'intervention depuis l'extérieur. Pendant que des avoirs sont gelés, des aides retenues et l'accès aux mécanismes financiers se complique, creusant un isolement diplomatique cumulatif et forçant l'alliance sahélienne à chercher des appuis russes et chinois. Que signifie ce coup pour Ibrahim Traoré et pour eux? C'est un pari d'endurance sous contrainte. Ce récit fait une promesse précise: clarifier ce qui se joue réellement derrière l'affrontement discret entre souveraineté proclamée et pression cumulée au Sahel. Il ne s'agit pas d'un simple bras de fer militaire, mais d'un enchevêtrement de décisions économiques, d'alliances sécuritaires et de récits politiques concurrents qui redessinent les marges de manœuvre des États concernés. Pour le public, le bénéfice est concret: comprendre en 10 à 15 minutes comment ces choix peuvent remodeler l'équilibre régional, influencer les flux de ressources et peser sur la stabilité à moyen terme. L'enjeu dépasse un pays. La question posée est celle de la viabilité d'un modèle alternatif dans un environnement hostile, où chaque gain symbolique entraîne des coûts matériels immédiats. En suivant cette trajectoire pas à pas, il devient possible d'évaluer non pas des intentions, mais des mécanismes, ce qui change, ce qui résiste et ce qui pourrait basculer. La clé est de distinguer rupture affichée et capacité réelle à tenir dans le temps, sans réduire l'analyse à des slogans ou à des jugements moraux rapides. En moins de 3 ans, trois capitales sahéliennes ont rompu avec un dispositif sécuritaire présenté pendant des décennies comme intangible. Entre 2020 et 2023, le Mali, puis le Burkina Faso et enfin le Niger ont officiellement notifié le départ des forces françaises, transformant ce qui devait être un retrait progressif en signal politique net, observé bien au-delà de la région. Cette séquence révèle une réalité souvent négligée. La rupture n'est pas née d'un vide soudain, mais d'un décalage accumulé entre promesses affichées et résultats perçus. Pendant des années, la présence militaire occidentale était justifiée par la lutte contre le terrorisme et la stabilisation régionale. Or, malgré des moyens importants mobilisés sur la durée, l'insécurité s'est étendue géographiquement. Les groupes armés se sont diffusés et les États concernés sont restés parmi les plus pauvres du monde. C'est ce contraste qui alimente la défiance. Richesse minière exportée à un rythme soutenu, pauvreté persistante sur place et sentiment que la protection promise n'a pas produit l'effet attendu. Dans ce contexte, la décision de rompre apparaît moins comme un geste idéologique que comme une tentative de reprendre la main sur une trajectoire jugée inefficace. Ibrahim Traoré s'inscrit pleinement dans cette lecture. Son arrivée au pouvoir, au Burkina Faso, cristallise une attente sociale accumulée: assumer localement la sécurité plutôt que la déléguer, même si cela implique une phase d'incertitude. Cette bascule ouvre une question centrale laissée en suspens depuis le début: que se passe-t-il quand la souveraineté change de forme, mais pas encore de conditions matérielles? Sur le terrain, cette reconfiguration géopolitique prend une forme beaucoup moins abstraite. Au Burkina Faso, les premières décisions des nouvelles autorités ont touché directement la sécurité quotidienne, bien avant que des bilans régionaux puissent être dressés: réorganisation des forces armées, intensification du recrutement, recentrage du discours officiel sur une défense nationale assumée. Ces choix traduisent une volonté de rompre avec la dépendance opérationnelle antérieure. Pour une partie de la population, ces signaux ont été interprétés comme une reprise de contrôle. Ils ne se traduisent pas par une amélioration uniforme de la situation sécuritaire, mais par un changement de posture.
L'État affirme qu'il est désormais responsable en première ligne sans médiation extérieure. Cette évolution crée un effet immédiat sur les attentes sociales, même lorsque les résultats restent inégaux et fragiles. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré joue le rôle d'un personnage guide, non comme figure héroïque, mais comme point de cristallisation. Jeune officier propulsé au sommet de l'État, il concentre à la fois l'espoir d'un changement de méthode et la crainte d'une dérive autoritaire. Ses prises de parole insistent sur une idée simple. La souveraineté n'est pas qu'un slogan abstrait, mais une réponse directe à l'échec perçu des partenariats précédents. Les effets ne se limitent-ils pas au champ militaire? Dans le domaine économique, l'annonce de révision de certains contrats miniers et le contrôle accru de l'or artisanal visent à montrer que la rupture concerne aussi la circulation de la richesse. Ces gestes restent limités, mais leur portée symbolique est forte. L'État affirme vouloir peser davantage sur des secteurs longtemps dominés par des intermédiaires extérieurs. La question qui s'impose alors est directe. Ces signaux initiaux annoncent-ils un changement durable ou seulement une phase d'ajustement sous tension? Tout commence par une série de décisions qui rompent avec des décennies de pratiques établies. Entre 2022 et 2023, le Mali, puis le Burkina Faso, avant le Niger, après le coup d'État de juillet 2023, notifient officiellement aux forces françaises leur départ. Ces annonces ne sont pas improvisées. Elles s'inscrivent dans une lecture commune selon laquelle la présence étrangère, présentée comme indispensable à la sécurité, n'a ni contenu l'expansion des violences, ni renforcé durablement les capacités étatiques locales. Pour les nouvelles autorités, la rupture devient un acte fondateur, destiné à transformer un constat d'échec en changement de trajectoire. Très vite, tout s'active. Les bases fermes, les convois quittent les capitales, les symboles d'une coopération ancienne disparaissent presque du jour au lendemain. Ce retrait, cependant, ne signifie pas un désengagement occidental global. Il marque un déplacement du centre de gravité. Les partenariats sécuritaires sont renforcés avec les pays voisins, des centres de formation sont développés, le partage de renseignements s'intensifie et une capacité d'intervention rapide est maintenue depuis l'extérieur des frontières sahéliennes. La souveraineté territoriale progresse, mais l'environnement stratégique reste étroitement surveillé. Puis, la tension atteint un sommet. Les États du Sahel, désormais regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, annoncent une coordination accrue de leur politique de défense et explorent activement des partenariats alternatifs. La Russie fournit des instructeurs et du matériel, tandis que la Chine privilégie les infrastructures et la connectivité. Pour Ibrahim Traoré, ce repositionnement vise à démontrer qu'il existe des options en dehors du cadre occidental traditionnel, même si ces choix suscitent une méfiance accrue sur la scène internationale. Et les effets se font sentir presque immédiatement. Sur le plan économique, des avoirs sont gelés. Certaines aides sont suspendues et l'accès aux mécanismes financiers internationaux devient plus incertain. Sur le plan politique, les régimes sahéliens sont décrits comme illégitimes ou instables, ce qui freine leur reconnaissance diplomatique. Présentées comme techniques ou procédurales, ces mesures produisent un effet cumulatif qui pèse lourdement sur des économies déjà fragiles. La pression ne s'exerce pas frontalement, mais par une superposition de contraintes. Avec le temps, l'écho de ces choix se propage à l'intérieur des pays concernés. Les populations observent une double réalité. D'un côté, une fierté liée à l'affirmation de l'indépendance politique. De l'autre, des difficultés matérielles accrues et une insécurité persistante dans plusieurs zones. Ibrahim Traoré et ses homologues doivent composer avec cette tension permanente
où chaque décision est interprétée à la fois comme un acte de résistance et comme un risque supplémentaire. C'est dans cet enchaînement activation, tension, résonance que se dessine la dynamique centrale. La souveraineté devient visible, mais son coût apparaît immédiatement. D'abord, les autorités sahéliennes mettent en avant un indicateur central, la sécurité elle-même. Le point de départ est clair. Pendant des années, les opérations antiterroristes internationales ont été présentées comme un investissement massif destiné à réduire durablement la violence. Malgré ces efforts, le constat dressé par les nouveaux dirigeants est que l'insécurité ne s'est pas stabilisée avant les ruptures. Après le départ des forces étrangères, les attaques n'ont pas disparu, mais l'argument central est qu'elles ne diminuaient pas davantage sous l'ancien dispositif. Le passage d'un modèle externalisé à un modèle national est donc interprété comme un changement de contrôle, non comme une solution immédiate. L'enjeu n'est pas la baisse instantanée de la violence, mais l'alignement entre responsabilité politique et décisions opérationnelles. Ensuite, un autre repère revient souvent, l'économie des ressources. Avant la rupture, l'extraction minière constituait une source majeure de richesses exportées, sans modification notable des classements de pauvreté des pays concernés. Uranium au Niger, or au Burkina Faso. Ces flux alimentaient des infrastructures extérieures alors que les recettes internes restaient limitées. Après les changements de cap, l'objectif affiché n'est pas d'augmenter brutalement les volumes, mais de modifier la répartition de la valeur. Au Burkina Faso, le contrôle accru de l'or artisanal et l'annonce de révisions contractuelles visent à rendre visible une captation plus directe par l'État. La variation recherchée n'est pas encore macroéconomique, mais symbolique et institutionnelle. Montrer que la souveraineté s'applique aussi au circuit de richesse. Enfin, un troisième repère complète le tableau, le jeu des alliances. Avant 2020, l'architecture sécuritaire reposait presque exclusivement sur des partenaires occidentaux. Après les ruptures successives, cette dépendance unique est remplacée par une diversification. La Russie intervient principalement par la formation et l'équipement, la Chine par les infrastructures et la connectivité. Le changement ne se mesure pas seulement en montant financier, mais en nombre d'options disponibles. Pour les dirigeants sahéliens, réduire la dépendance à un seul acteur équivaut à diminuer le risque politique global. Cette logique structure le discours d'Ibrahim Traoré qui présente la diversification comme un levier de négociation plutôt que comme une garantie de succès. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent une trajectoire avant-après. Avant, un système stable en apparence mais jugé inefficace au regard de ses propres objectifs affichés. Après, un ensemble de choix plus risqués, mais considérés comme cohérents avec une reprise de contrôle. Les données restent incomplètes et parfois indirectes. Elles ne prouvent pas un succès immédiat. Elles servent à justifier un changement de cadre. Accepter une turbulence mesurable aujourd'hui plutôt que prolonger un modèle coûteux dont les résultats étaient jugés insuffisants. La question ouverte est alors simple. Combien de temps cette phase de coût peut-elle être soutenue avant de produire des gains perceptibles? Les critiques de la trajectoire sahélienne avancent d'abord un argument sécuritaire direct. Selon eux, rompre avec des partenaires militaires expérimentés affaiblit immédiatement la capacité de lutte contre les groupes armés dans une région marquée par des frontières poreuses et des menaces transnationales. Ils soulignent que les forces locales manquent encore de moyens, de renseignements et de coordination, et que le départ des contingents occidentaux crée un vide opérationnel difficile à combler rapidement. Dans cette lecture, la souveraineté proclamée risquerait de se payer par une insécurité accrue pour les populations, au moins
à court terme. Un second argument porte sur l'économie et la gouvernance. L'isolement diplomatique, la suspension de certaines aides et la méfiance des investisseurs sont présentés comme des coûts immédiats qui fragilisent le coût des États déjà vulnérables. Les opposants estiment que la diversification des partenariats vers la Russie ou la Chine ne garantit ni transparence ni développement durable et pourrait simplement remplacer une dépendance par une autre. À leurs yeux, la rupture brutale accroît aussi le risque d'un repli autoritaire, où la rhétorique de la souveraineté servirait à masquer des difficultés internes non résolues. Ces critiques méritent d'être prises au sérieux car elles identifient des vulnérabilités réelles. La réponse des autorités sahéliennes repose toutefois sur une contre-lecture structurée. D'un point de vue sécuritaire, elle rappelle que la présence étrangère n'a pas empêché l'expansion des violences malgré des années d'opérations et de ressources engagées. Le changement n'est donc pas présenté comme une dégradation volontaire, mais comme une tentative de sortir d'un dispositif jugé inefficace. En reprenant le contrôle direct, les dirigeants assument le risque, mais aussi la responsabilité, ce qui modifie l'incitation politique à produire des résultats. Sur le plan économique, l'argument n'est pas que les nouveaux partenaires seraient idéaux, mais qu'ils élargissent le champ des possibles. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu central devient la capacité de négocier. Tant que les options étaient limitées, les termes restaient largement imposés. La diversification, même imparfaite, introduit une concurrence entre modèles et redonne un levier aux États sahéliens. Cette logique n'élimine pas les dangers soulignés par les critiques, mais elle explique pourquoi les autorités préfèrent un risque assumé à une dépendance prolongée. La ligne de fracture est donc claire. Il ne s'agit pas de savoir si la rupture est coûteuse, mais de déterminer si ces coûts ouvrent réellement des marges nouvelles ou s'ils épuisent et qu'ils trop vite la capacité d'endurance des États concernés. À ce stade du parcours, un déplacement s'impose dans la lecture de la crise sahélienne. Jusqu'ici, l'attention s'est portée sur les bases, les troupes et les alliances visibles. Or, le cœur du dispositif repose ailleurs, dans une pression plus diffuse exercée par des leviers économiques, financiers et narratifs qui prolongent l'affrontement sans présence directe. Sanctions envisagées, avoirs gelés, accès restreint aux mécanismes financiers internationaux et contestation de la légitimité politique fonctionnent comme une extension silencieuse du champ de bataille. Cette superposition de contraintes limite la capacité des États à financer leurs priorités et teste leur endurance politique. Pour Ibrahim Traoré, la notion même de souveraineté se redéfinit. Il ne s'agit plus seulement de décider qui opère sur le territoire national, mais de savoir qui contrôle l'accès aux ressources, au crédit et à la reconnaissance internationale. La bataille se déplace ainsi vers les ministères des Finances et les chancelleries, autant que vers le terrain sécuritaire. Cette réalité explique pourquoi la rupture avec l'ordre ancien ne produit pas d'apaisement immédiat. Elle ouvre une phase de tension prolongée où chaque décision interne est affectée par des facteurs externes persistants. Les États du Sahel peuvent expulser des forces étrangères, mais ils ne peuvent empêcher ces mêmes acteurs d'agir depuis l'extérieur de leurs frontières. La souveraineté devient alors une capacité à tenir dans le temps, sous pression constante. Le pari se précise: transformer cette contrainte durable en moteur de cohésion interne avant que l'accumulation des coûts n'érode la marge de manœuvre politique. Pour les États sahéliens d'abord, l'affirmation de souveraineté se traduit par une reprise de l'initiative politique, mais aussi par une charge accrue. Les gouvernements doivent financer eux-mêmes une part plus large de la sécurité, gérer des relations diplomatiques tendues et compenser la perte de certains appuis extérieurs. Cette autonomie décisionnelle renforce la légitimité interne de dirigeants comme Ibrahim Traoré,
car elle matérialise la promesse de reprise de contrôle. En contrepartie, elle expose l'appareil d'État à des contraintes budgétaires immédiates et à des arbitrages plus douloureux entre sécurité, services publics et stabilité sociale. Pour les entreprises, locales comme étrangères, le paysage devient plus incertain. Les annonces de révision de contrats miniers, la surveillance accrue de l'or artisanal et les discours sur la captation nationale de la valeur modifient les règles du jeu. Certaines sociétés perçoivent un risque juridique et financier plus élevé lié à l'instabilité normative et à la pression politique. D'autres y voient une opportunité de renégociation dans un cadre plus lisible à moyen terme. À court terme, l'investissement ralentit par manque de visibilité. À moyen terme, la diversification des partenaires pourrait ouvrir de nouveaux circuits économiques moins dépendants d'un seul pôle d'influence. Du côté des populations, l'impact est ambivalent. La fierté liée à l'affirmation politique est réelle, nourrie par un discours qui valorise l'autonomie et la dignité nationale. Cette dimension symbolique crée un sentiment de reprise de contrôle collectif, particulièrement fort dans des sociétés marquées par des promesses sécuritaires non tenues, mais elle coexiste avec des réalités plus dures. Inflation, accès restreint à certains financements internationaux et persistance de l'insécurité dans plusieurs zones rurales. Pour beaucoup, la souveraineté se vit comme une promesse encore inachevée, dont les bénéfices restent différés alors que les coûts sont immédiats. À l'échelle régionale enfin, les voisins observent avec attention. Certains renforcent leurs liens sécuritaires avec les puissances occidentales par prudence ou opportunisme. D'autres testent discrètement des marges d'autonomie sans aller jusqu'à la rupture frontale. Le Sahel devient ainsi un point de référence, positif ou négatif, dans les calculs stratégiques africains. Si l'expérience menée tient, elle pourrait inspirer des ajustements ailleurs. Si elle échoue, elle servira de mise en garde. Dans ce jeu à plusieurs niveaux, Ibrahim Traoré incarne une figure de focalisation, associant sacrifice présent et gain futur potentiel, dans un environnement où l'issue reste ouverte. On peut d'abord imaginer un scénario de stabilisation sous tension. Les États du Sahel maintiennent leur ligne politique, coordonnent davantage leurs dispositifs de sécurité et absorbent progressivement les effets des pressions économiques. Les partenariats alternatifs assurent une continuité opérationnelle minimale sans transformation spectaculaire. La croissance reste contrainte, l'insécurité persiste par poche, mais l'appareil d'État tient. Dans ce cadre, la souveraineté ne produit pas de dividendes rapides. Elle évite surtout un retour explicite à l'ordre ancien. Le pari est celui de l'endurance, tenir suffisamment longtemps pour que la situation devienne la nouvelle référence, normalisée malgré ses limites. Un autre scénario, plus optimiste, suppose une convergence de facteurs favorables. La coordination régionale s'améliore, les chaînes d'approvisionnement intra-sahéliennes gagnent en fluidité et certains investissements ciblés produisent des effets visibles. Les autorités parviennent à capter une part plus élevée des revenus miniers, allégeant la contrainte budgétaire sans effondrement de l'activité. Sur le plan sécuritaire, les forces locales gagnent en efficacité relative, réduisant la pression dans des zones clés. À l'international, le discours de rupture perd de sa charge conflictuelle au profit d'une reconnaissance pragmatique. La souveraineté cesse d'être défensive pour devenir progressivement fonctionnelle, sans effacer toutes les vulnérabilités. À l'inverse, un scénario plus dégradé met en lumière les fragilités du projet. L'accumulation des sanctions, l'assèchement financier et les difficultés logistiques affaiblissent les capacités étatiques. Les tensions internes s'exacerbent, l'insécurité gagne du terrain
et la promesse de contrôle national s'érode face aux contraintes quotidiennes. Dans cette hypothèse, les autorités sont contraintes de renégocier à partir d'une position affaiblie ou d'accepter des compromis qui vident la rupture initiale de sa substance. La souveraineté proclamée survit dans le discours mais recule dans la pratique. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, ils constituent des cadres de lecture. Leur point commun est une incertitude structurante. La décision clé n'est donc pas de choisir une issue, mais de gérer la trajectoire. Une recommandation de méthode s'impose. Évaluer chaque choix non seulement à l'aune de ses gains immédiats, mais surtout de sa capacité à préserver des options futures. Dans un environnement contraint, la flexibilité devient une ressource stratégique à part entière. Pour le public, cette séquence sahélienne ne relève pas seulement d'un débat de chancellerie. Elle renvoie à des questions concrètes sur la manière dont des États fragiles tentent de reprendre la main face à des rapports de force hérités. Pour certains observateurs africains, l'expérience menée par l'Alliance des États du Sahel fait écho à un sentiment largement partagé. L'indépendance politique proclamée n'a pas toujours produit l'autonomie économique et sécuritaire attendue. Voir des dirigeants assumer ouvertement cette contradiction crée un effet de reconnaissance même lorsque les résultats restent incertains et que les coûts sont visibles. Pour d'autres publics, notamment en Europe, le dossier interroge la durabilité des stratégies passées. La stabilisation par la présence militaire extérieure, longtemps présentée comme une solution, apparaît ici comme un modèle contesté de l'intérieur. La trajectoire sahélienne oblige à regarder autrement des politiques souvent évaluées à partir d'intentions affichées plutôt que de résultats mesurables. Elle met en lumière l'écart possible entre les récits produits à distance et les perceptions locales façonnées par l'expérience quotidienne de l'insécurité, de la pauvreté et de la dépendance. À un niveau plus personnel, cette situation invite à réfléchir au coût du changement. La souveraineté, dans ce contexte, n'est pas un concept abstrait. Elle se traduit par une série de choix quotidiens qui impliquent des renoncements temporaires et des paris risqués. L'émotion ne vient pas d'un triomphe annoncé, mais de la tension entre espoir et contrainte, entre promesses futures et sacrifices de présent. Chaque décision devient un test de cohérence, chaque résultat partiel un argument pour poursuivre ou ajuster la trajectoire. Ce déplacement du regard est essentiel. Il permet de dépasser l'alternative simpliste entre succès et échec pour s'intéresser à la manière dont se construisent, dans la durée, des trajectoires politiques sous pression. La question centrale devient alors moins normative que méthodologique. Quels indicateurs observer pour juger de la solidité d'un choix lorsque l'issue reste ouverte et que les effets se déploient lentement? À ce stade, la trajectoire sahélienne se structure autour d'une feuille de route implicite, articulée en plusieurs étapes mesurables. La première étape concerne la sécurité opérationnelle. Les autorités cherchent à consolider des forces nationales capables d'agir de manière coordonnée avec des priorités claires et des chaînes de commandement resserrées. L'objectif n'est pas une victoire rapide, mais une réduction progressive des zones hors contrôle. Pour Ibrahim Traoré, cette étape conditionne toutes les autres. Sans un minimum de sécurité, aucune réforme économique ne peut tenir durablement. La deuxième étape porte sur la maîtrise des ressources. Renégocier certains contrats miniers, renforcer la traçabilité de l'or artisanal et améliorer la collecte fiscale visent à augmenter les recettes internes. Le calendrier affiché est graduel. D'abord stabiliser les flux existants, ensuite ajuster les termes, puis investir une part visible des revenus dans des services publics identifiables. La mesure du succès est simple dans son principe. Une hausse mesurable de la part de valeur captée par l'État,
sans effondrement de l'activité économique. La troisième étape concerne la diversification des partenariats. Il ne s'agit pas de substituer une tutelle à une autre, mais de maintenir plusieurs canaux ouverts. Russie, Chine et acteurs régionaux offrent des options différentes, avec des contraintes propres. La clé réside dans une négociation sélective, projet par projet, afin d'éviter un nouvel enfermement stratégique. La réussite se mesure ici par la capacité à refuser certaines conditions sans perdre l'accès à l'ensemble des soutiens. La quatrième étape touche à la légitimité interne. Communiquer sur des résultats concrets, même modestes, devient essentiel pour maintenir l'adhésion populaire. Routes réparées, salaires versés, services de base rétablis servent de preuves tangibles. Ibrahim Traoré mise sur cette visibilité pour transformer la patience sociale en capital politique, tout en sachant que le temps joue contre lui si les coups s'accumulent trop vite. Enfin, la cinquième étape est diplomatique. Réduire la conflictualité verbale sans renoncer aux principes vise à desserrer l'étau international. L'indicateur clé n'est pas l'adhésion idéologique, mais la normalisation fonctionnelle des échanges. Cette feuille de route ne garantit pas le succès. Elle définit toutefois un chemin où chaque étape peut être évaluée, ajustée ou corrigée avant que les coûts cumulés ne deviennent irréversibles. Au fil du récit, un même motif s'impose progressivement, une ligne tracée puis tenue malgré la pression. Ce fil conducteur relie les premières expulsions de troupes aux renégociations de contrats, jusqu'au discours appelant à l'endurance collective. Il ne s'agit pas d'une marche triomphale, mais d'une progression sous contrainte où chaque pas engage des coûts visibles. Dans ce paysage incertain, Ibrahim Traoré n'apparaît pas seulement comme un dirigeant militaire, mais comme le symbole d'un moment politique où le choix a été fait de ne plus reculer, même sans garantie de succès rapide. Le rappel est essentiel. Les promesses de stabilité d'hier ne se sont pas effondrées soudainement. Elles se sont érodées lentement au contact des réalités locales et des résultats jugés insuffisants. La rupture actuelle s'inscrit donc autant dans une continuité de désillusion que dans une volonté de réécriture. Ce n'est pas l'assurance d'un avenir meilleur qui soutient l'effort, mais la conviction qu'un retour en arrière serait plus coûteux encore que l'incertitude présente. L'émotion ne naît pas d'une victoire annoncée, elle vient de la tension entre espoir et charge quotidienne. Chaque décision pèse, chaque concession est scrutée, chaque amélioration partielle devient un argument pour tenir un peu plus longtemps. La souveraineté, dans cette lecture, cesse d'être un slogan, elle devient une épreuve. La phrase qui résume ce moment est simple et lourde de sens. La souveraineté n'est pas un instant, c'est un temps long. Elle ne se mesure pas au premier choc, mais à la capacité de rester debout lorsque l'attention internationale se détourne et que les coups persistent. À ce point du parcours, le Sahel n'apparaît plus seulement comme une zone de crise, mais comme un espace où se teste une idée plus large, la possibilité de redéfinir des relations longtemps considérées comme figées. Ce qui s'y joue dépasse les frontières régionales et interroge des schémas familiers de puissance, de dépendance et de légitimité. L'expérience en cours n'offre ni modèle clé en main, ni certitude confortable. Elle oblige surtout à regarder autrement des équilibres hérités, souvent évalués à partir d'intentions plus que de résultats observables. Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas de trancher hâtivement entre succès ou échec. Il est plutôt d'apprendre à suivre une trajectoire sous contrainte faite de décisions cumulées, souvent discrètes, dont les effets se révèlent dans la durée. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré cristallise un débat plus large. Jusqu'où un État peut-il accepter des coûts immédiats pour préserver ou élargir ses marges de décision futures? La question finale est donc volontairement ouverte. Quels indicateurs vous paraissent décisifs pour juger cette expérience?
La sécurité effective sur le terrain, la redistribution visible des ressources ou la capacité à maintenir des options diplomatiques face aux pressions extérieures. C'est dans ce regard attentif, critique et patient que se jouera la compréhension réelle de ce pari sahélien.